et pourquoi je cite, comment il s'appelle, David Rockefeller. Il a écrit ses mémoires. Et pour vous montrer cette branche anglo-saxonne et américaine en particulier, oligarchique et planétaire, qui dit à un moment donné, certains m'accusent, moi et d'autres, d'agir, et la complicité d'autres capitalistes, en faveur d'un monde unifié, une sorte de nouvel ordre mondial. Alors, il ne dit pas nouvel ordre mondial, mais la phrase qu'il utilise, ça correspond à ça, et d'agir contre les intérêts des États-Unis. Et il ajoute cette phrase, et là je peux vous citer ça quasiment mot à mot, si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Vous vous rendez compte? Donc on a la preuve qu'il y a une faction de l'oligarchie anglo-saxonne américaine qui veut un monde unifié et la dissolution des États-Unis, des intérêts économiques et l'intégrité territoriale des États-Unis, parce que les États-Unis risquent d'être fragmentés, ils sont pour une dissolution du pays dans le cadre d'un nouvel ordre mondial aboutissant à une humanité mélangée, bigarrée, déracinée. Et puis vous avez une autre branche du monde anglo-saxon américain qui est patriote. Et là, vous allez comprendre la modernité avec ce qui se passe avec Trump et Biden. Le premier représentant vraiment patriote américain, il faut remonter au 19e siècle avec le président Andrew Jackson, qui a été président des États-Unis de 1829 à 1837. Il est mort en 1845. Et vous allez voir le lien avec Trump, mais je suis obligé de remonter un peu en arrière. Ouais. Andrew Jackson, président des États-Unis, je crois même il y a son effigie, et je crois même c'est sûr, sur les billets de $20. Andrew Jackson était protestant et il était franc-maçon. Je vais donner la référence. Il a été grand maître en 1822 au sein de la Grande Loge de Tennessee. Vous tapez grand, comme en français, Lodge, L-O-D-G-E, et Tennessee. Et vous allez avoir donc le site officiel de la maçonnerie de Tennessee. Alors, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, ils vous parlent de la maçonnerie avec plus de facilité qu'en France. Mais donc aux États-Unis, vous avez les loges maçonniques qui sont vues et au-dessus de tout le monde. Et vous avez donc cette franc-maçonnerie de Tennessee, Grande Loge Tennessee, avec son dirigeant actuel, les bonnes œuvres avec les guillemets qui vont avec. Et puis vous avez l'aspect historique. Et en particulier, vous avez les anciens grands maîtres de la Grande Loge de Tennessee. Et tout l'historique depuis l'existence et la création de cette loge. Eh bien, en 1822, le grand maître de la loge de Tennessee, c'était Andrew Jackson. Donc, vous avez un franc-maçon, grande loge de Tennessee, grand maître, protestant, qui s'est retrouvé, Andrew Jackson, donc président des États-Unis entre 1829 et 1837. Pourquoi je dis ça? Parce que, malgré ce pédigré, Andrew Jackson était un patriote américain. Il était en bagarre avec l'autre branche de la maçonnerie anglaise, incarnée par la City de Londres, qui, elle, n'était pas patriote et qui voulait le mélange, la purée de tout ça. Et vous avez eu une bagarre dans les années 1830 entre Andrew Jackson et le représentant de la City de Londres, puisque cette dernière voulait mettre en place l'équivalent de la Fed, c'est-à-dire une banque indépendante du pouvoir politique américain, peu importe son étiquette, républicain ou démocrate, avec émission monétaire, sans contrôle du pouvoir politique, et Andrew Jackson représentant une autre faction oligarchique américaine, maçonnique et protestante, mais qui était patriote américain, s'y opposait farouchement. On a essayé quand même au moins 2 fois de le tuer, de l'assassiner. Et lui, il voulait une banque, mais dépendant du pouvoir politique et dont l'émission monétaire était sous le contrôle du politique. Et il va s'y opposer et gagner. Et d'ailleurs, à un tel point, et vraiment ça lui tenait à cœur, il avait demandé à être enterré avec une inscription sur sa tombe, et la chose a été faite, j'ai tué la banque. Pour vous dire que ça, vraiment, il y tenait. Et il a réussi. Et donc, en fait, la Fed n'a été créée que bien plus tard, en 1913, en décembre 1913. Donc, ce qu'il faudra bien comprendre dans les années 1800, enfin donc de 1829 à 1837,
que la présidence d'Andrew Jackson, franc-maçon, protestant et d'esprit mondialiste, ne l'empêchait pas d'être patriote américain dans le cas d'une gouvernance mondiale en préparation, mais respectant les intérêts économiques et financiers du jeune État américain, de son intégrité territoriale, chose que l'autre faction maçonnique, et avec en arrière-fond la City de Londres, refusait, qui voulait une dissolution du pays, le tout dans un cadre complet, et la guerre de sécession qui est venue quelques années plus tard, 1862, où l'État américain a failli être coupé en deux, minimum, et qui a échoué, a été une tentative de dislocation de l'État américain. Tentative qui a échoué. Donc, bien comprendre que ce qui s'est passé dans les années 1829 à 1837, avec le franc-maçon protestant Andrew Jackson, eh bien, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, à ma connaissance, Donald Trump n'est pas franc-maçon. Je ne sais pas, je n'ai jamais pu trouver de preuve. En revanche, il est protestant. Et le protestantisme, c'est un christianisme judaïsé. Je vous rappelle une chose, la franc-maçonnerie a été créée par deux protestants en 1717, Jean Théophile Desaguliers, qui en fait est un Anglais mais descendant de huguenots français, et James Anderson. Voilà. Donc, le protestantisme est un christianisme judaïsé qui correspond à l'idéal de la maçonnerie et en arrière-fond de la synagogue aveugle. Donc, bien comprendre que Donald Trump, il a une tournure d'esprit maçonnique en étant protestant. Et pour arriver à un si haut niveau dans le monde des affaires, etc., il faut avoir une tournure d'esprit qui correspond à la tournure d'esprit qui est à l'origine de la création des États-Unis. Comment dire, les États-Unis, c'est une création maçonnique, c'est une création idéologique avec George Washington, Massot, etc. Mais Donald Trump représente la branche maçonnique américaine, patriote, ce qui fait, et vous allez voir maintenant la jonction, que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, donc encore occupé par Donald Trump, vous avez un portrait de qui? Du président Andrew Jackson. Donald Trump a mis dans son bureau le portrait d'Andrew Jackson. Et oui, vous voyez, comme ce qui se passe actuellement, en fait, c'est bis repetita de ce qui s'était produit BFM en moins en 1830. BFM et CNN en moins côté américain, avec qui ne présente qu'une seule version. Mais en fait, vous avez une bagarre actuellement Trump et une partie de l'État profond, parce que bien comprendre que l'État profond, il n'y en a pas un, il y en a un minimum deux. Vous avez une partie de l'État profond qui est derrière Trump, c'est la branche patriote américaine, qui est favorable à un directoire mondial, mais avec des intérêts économiques, financiers américains et une intégrité du territoire américain respectée et non pas dissous. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas non plus enjoliver Trump, même s'il dit des choses justes, même s'il y a une bagarre entre eux. Ce n'est pas les gentils contre les méchants. Non, c'est une bagarre au sein de la matrice. Voilà. Le moins pire. Mais c'est le pire contre le moins pire. D'une certaine manière, voyez-vous, il y a une chose. Trump, je vais vous citer deux cas. Trump a prononcé il y a 1 an ou 2 ans de ça, un discours à l'ONU où il a dit qu'il était patriote et il condamnait les idées mondialistes, enfin il ne disait pas mondialiste, il disait globaliste. Bon, il condamnait. Mais en fait, il condamne l'esprit pur du mondialisme qui consiste à tout dissoudre. Cela n'a pas empêché de dire dans un entretien accordé au Wall Street Journal, et j'ai mis la référence et le passage, qu'il était à la fois nationaliste et globaliste. Vous voyez, en fait, il reprend l'idéal d'Andrew Jackson, qui est un représentant de la maçonnerie anglo-saxonne, patriote. En fait, c'est une bagarre au sein des élites américaines entre la branche maçonnique patriote qui veut le respect des intérêts économiques, financiers, territoriaux, etc., de l'État américain, face à une autre faction oligarchique, maçonnique, etc.,
anglo-saxonne qui veut la bouillie, la purée de tout ça. Alors, le fait de défendre l'intégrité de l'État américain, c'est une qualité que je préfère donner à Trump qu'à Biden. Biden, lui, il enterre le pays. Bon. Mais il ne faut pas s'exciter non plus sur Trump. Je vais vous citer un exemple. Au mois d'août 2020, vous avez eu lorsque Trump qui a été investi comme représentant pour les élections d'octobre. Bon, ça s'est produit dans les jardins de la Maison-Blanche, avec tous les dirigeants, etc. Et vous aviez entre autres son gendre, Kushner, le sioniste, avec sa femme, enfin la fille de Trump, convertie au judaïsme le plus pur. Donc déjà ça aussi, c'est pas non plus. Bon, bref. Et effectivement, des gens qui ont résisté à ça, à mon avis, effectivement, il y a le président Jackson qui a fait graver sur sa pierre tombale « J'ai vaincu la banque ». Donc c'était vraiment le combat de sa vie. Et il y a des textes très explicites. After 12 years of manipulations of the U.S. economy on the part of the second bank of the U.S., the American people had had just about enough. Opponents of the bank nominated a dignified senator from Tennessee, Andrew Jackson, the hero of the Battle of New Orleans, to run for president. This is his home, the Hermitage. No one gave Jackson a chance initially. The bank had long ago learned how the political process could be controlled with money. To the surprise and dismay of the money changers, Jackson was swept into office in 1828. Jackson was determined to kill the bank at the first opportunity and wasted no time in trying to do so. But the bank's 20-year charter didn't come up for renewal until 1836, the last year of his second term, if he could survive that long. During his first term, Jackson contented himself with rooting out the bank's many minions from government service. He fired 2,000 of the 11,000 employees of the federal government. In 1832, with his re-election approaching, the bank struck an early blow, hoping Jackson would not want to stir up controversy. They asked Congress to pass a renewal bill 4 years early. Naturally, Congress complied, then sent it to the president for signing. But Jackson weighed in with both feet. Old Hickory, never a coward, vetoed the bill. His veto message is one of the great American documents. It clearly lays out the responsibility of the American government towards its citizens, rich and poor. It is not our own citizens only who are to receive the bounty of our government. More than 8 millions of the stock of this bank are held by foreigners. Is there no danger to our liberty and independence in a bank that in its nature has so little to bind it to our country? Controlling our currency, receiving our public monies, and holding thousands of our citizens' independence would be more formidable and dangerous than a military power of the enemy. If government would confine itself to equal protection and, as heaven does its rains, shower its favor alike on the high and the low, the rich and the poor, it would be an unqualified blessing. In the act before me, there seems to be a wide and unnecessary departure from these just principles. Later that year, in July 1832, Congress was unable to override Jackson's veto. Now Jackson had to stand for re-election. Jackson took his argument directly to the people. For the first time in U.S. history, Jackson took his presidential campaign on the road. Before then, presidential candidates stayed at home and looked presidential. His campaign slogan was "Jackson and no bank." The National Republican Party ran Senator Henry Clay against Jackson. Despite the fact that the bankers poured over $3 million into Clay's campaign, Jackson was reelected by a landslide in November of 1832. Despite his presidential victory, Jackson knew the battle was only beginning. "The hydra of corruption is only scotched, not dead," said the newly elected president. Jackson ordered his new Secretary of Treasury, Lewis McLean, to start removing the government's deposits from the second bank and start placing them in state banks.
but McLean refused to do so. Jackson fired him and appointed William J. Duane as the new Secretary of the Treasury. Duane also refused to comply with the president's requests, and so Jackson fired him as well, and then appointed Roger B. Taney to the office. Taney did withdraw government funds from the bank starting on October 1st, 1833. Jackson was jubilant. "I have it chained. I'm ready with screws to draw every tooth and then the stumps." But the bank was not yet done fighting. Its head, Nicholas Biddle, used his influence to get the Senate to reject Taney's nomination. Then, in a rare show of arrogance, Biddle threatened to cause a depression if the bank was not rechartered. This worthy president thinks that because he has scalped Indians and imprisoned judges, he is to have his way with the bank. He is mistaken. Next, in an unbelievable fit of honesty for a central banker, Biddle admitted that the bank was going to make money scarce to force Congress to restore the bank. Nothing but widespread suffering will produce any effect on Congress. Our only safety is in pursuing a steady course of firm restriction, and I have no doubt that such a course will ultimately lead to restoration of the currency and the recharter of the bank. What a stunning revelation. Here was the pure truth, revealed with shocking clarity. Biddle intended to use the money contraction power of the bank to cause a massive depression until America gave in. Unfortunately, this has happened time and time again throughout U.S. history and is about to happen again in today's world. Nicholas Biddle made good on his threat. The bank sharply contracted the money supply by calling in old loans and refusing to extend new ones. A financial panic ensued, followed by a deep depression. Naturally, Biddle blamed Jackson for the crash, saying that it was caused by the withdrawal of federal funds from the bank. Unfortunately, his plan worked well. Wages and prices sagged. Unemployment soared along with business bankruptcies. The nation quickly went into an uproar. Newspaper editors blasted Jackson in editorials. The bank threatened to withhold payments, which then could be made directly to key politicians for their support. Within only months, Congress assembled in what was called the panic session. 6 months after he had withdrawn funds from the bank, Jackson was officially censured by a resolution which passed the Senate by a vote of 26 to 20. It was the first time a president had ever been censured by Congress. Jackson lashed out at the bank. "You are a den of vipers. I intend to rout you out, and by eternal God, I will rout you out." America's fate teetered on a knife edge. If Congress could muster enough votes to override Jackson's veto, the bank would be granted another 20-year monopoly or more over America's money, time enough to consolidate its already great power. Then a miracle occurred. The governor of Pennsylvania came out supporting President Jackson and strongly criticized the bank. On top of that, Biddle had been caught boasting in public about the bank's plan to crash the economy. Suddenly, the tide shifted. In April of 1834, the House of Representatives voted 134 to 82 against rechartering the bank. This was followed up by an even more lopsided vote to establish a special committee to investigate whether the bank had caused the crash. When the investigating committee arrived at the bank's door in Philadelphia, armed with a subpoena to examine the books, Biddle refused to give them up. Nor would he allow inspection of correspondence with congressmen relating to their personal loans and advances he'd made to them. He also refused to testify before the committee back in Washington. On January 8, 1835, Jackson paid off the final installment on the national debt, which had been necessitated by allowing the banks to issue currency for government bonds rather than simply issuing treasury notes without such debt. He was the only president to ever pay off the debt. A few weeks later, on January 30th, 1835, an assassin by the name of Richard Lawrence tried to shoot President Jackson, but by the grace of God, both pistols misfired. Lawrence was later found not guilty by reason of insanity,
After his release, he bragged to friends that powerful people in Europe had put him up to the task and promised to protect him if he were caught. The following year, when its charter ran out, the Second Bank of the United States ceased functioning as the nation's central bank. Biddle was later arrested and charged with fraud. He was tried and acquitted, but died shortly thereafter while still tied up in civil suits. After his second term as president, Jackson retired here to the Hermitage outside of Nashville to live out his life. He is still remembered here for his determination to kill the bank. In fact, he killed it so well that it took the money changers 77 years to undo the damage. When asked what his most important accomplishment had been, Jackson replied, "I killed the bank."